Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va voir une présentation sur la reproductibilité en apprentissage automatique. Donc, je vais commencer par définir c'est quoi les objectifs de la présentation d'aujourd'hui que moi, j'aimerais que les gens, en écoutant ma présentation, puissent garder finalement à la fin. C'est d'inciter l'intégration des solutions qui permettent une meilleure reproductibilité des résultats, tant que ce soit l'aspect académique ou l'aspect aussi professionnel. Deuxièmement, ce serait pouvoir améliorer la reproductibilité de vos projets, qui est assez quand même intimement lié avec le premier point. Puis troisièmement, qui vous permettent d'améliorer votre productivité. Cette présentation-là, je l'ai beaucoup basée sur mes expériences personnelles, des expériences avec des collègues, des discussions que j'ai eues au fil des années aussi avec des collègues et différentes personnes. Donc, c'est beaucoup teinté de moi, qu'est-ce que j'ai vécu au courant de ma maîtrise, où est-ce que j'ai perdu beaucoup de temps des fois sur des choses que j'aurais pu juste améliorer en utilisant le bon outil au bon moment. Donc, sans plus attendre, je vous parle un petit peu de mon parcours. On a déjà un petit peu discuté dans la présentation, dans l'introduction de Raymond. Donc, moi, je suis candidat au doctorat sous la supervision de Richard Coury. J'ai été initié à la recherche reproductive durant mes études au baccalauréat. Donc, c'était principalement d'utiliser R Markdown et Git pour être capable de faire des TP un petit peu de façon plus intelligente, je vais dire, et que ce soit plus facile de reproduire mes résultats à cette étape-là. J'ai aussi récemment participé à Repurling, qui est finalement une activité de reproduire les résultats d'un article au sein de la conférence LREC. J'ai fait ça avec Nicolas Garneau et Mathieu Godbout et nos superviseurs respectifs. Finalement, donc, on a pris un article, on a reproduit les résultats, on est allé expérimenter la robustesse aussi de l'approche et on est terminé en présentant un petit peu des éléments qui sont présentés aujourd'hui sur comment si je veux, ramp up, donc améliorer un projet pour être capable de reproduire facilement mes résultats et de pouvoir le distribuer aussi facilement pour que d'autres personnes puissent l'utiliser et arriver aux mêmes conclusions que moi, ou du moins aux mêmes résultats. Je suis aussi un membre actif dans le développement d'une librairie qui s'appelle Poutine, qui facilite aussi un peu, qui va être discutée, qui est amenée plus tard, qui va un petit peu faciliter votre productivité au niveau quand vous faites des modèles d'apprentissage automatique. On va en discuter un petit peu plus loin aussi. Finalement, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Ce sont ces 4 éléments-là qui sont ici. Donc, premièrement, la gestion de version, la productivité, présenter les résultats et réutiliser du code ou les résultats. On va les aborder un petit peu plus loin. Je vais commencer par une petite introduction de qu'est-ce que finalement, c'est quoi la reproductibilité? Parce que là, j'en parle, j'utilise le mot plusieurs fois, mais qu'est-ce que je veux vraiment dire? Donc, premièrement, la reproductibilité, c'est le principe qui dit qu'on ne peut pas vraiment tirer des conclusions, qu'on ne peut tirer des conclusions que d'un événement qui est bien décrit, qui est apparu plusieurs fois, puis qui est provoqué par des personnes différentes. En informatique, ça a un petit peu moins de sens, mais si on va dans la science très large, ça peut être de dire, disons, qu'on veut prouver la vitesse de la lumière, donc ça a été expérimenté par une première personne par une méthode A, on l'a expérimenté par une méthode B, et ainsi de suite, puis on est capable d'arriver aux mêmes conclusions. Donc ça serait la reproductibilité quand même au sens large. Par contre, en apprentissage automatique, on va plus définir la reproductibilité, ça va surtout correspondre à être capable de reproduire des résultats. Par exemple, je prends un article, j'arrive à reproduire les mêmes résultats, je prends le code source d'un article et j'arrive à exécuter premièrement le code et d'obtenir des résultats qui sont similaires. Donc, ce qui est vraiment défini aussi dans l'article qui est mentionné ici, que ce qui finalement qui découle de NeurIPS, qui est une conférence très importante en machine learning, où est-ce que c'était des problèmes qui avaient été relevés, que des fois des articles qui affirmaient avoir des résultats et quand on essayait de reproduire les résultats, on n'avait pas toujours à la même chose. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va définir ici la reproductibilité, qui est le deuxième point, qui est vraiment plus de pouvoir réexécuter un code ou réexécuter, reproduire un article, reprendre un article et arriver à implémenter la solution. C'est qu'est-ce que je vais vraiment parler pour tout le reste de la présentation et non l'aspect de prendre une méthode A ou une méthode B. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi je parle de ça ici? Donc, un premier élément, c'est qu'il y a une étude qui a été faite en 2016 par Baker, que c'était une étude auprès des chercheurs en sciences, donc pas juste en informatique, et 70% des chercheurs ont échoué dans leur tentative de reproduire un article d'un autre chercheur, ce qui est quand même beaucoup. Est-ce que, là, les éléments, il y a différents éléments qui peuvent expliquer ça. L'information manquante dans l'article pour la méthodologie,
les données ne sont pas disponibles. Ça, c'est un gros élément qui est quand même important. Il y a quand même des chercheurs là-dedans qui sont en santé, qui n'ont peut-être pas pu pouvoir, qui n'ont pas divulgué les données, ce qui est normal, dans un certain sens. Donc, ça ne facilite pas la reproductivité des résultats, ce qui est un problème qui est de plus en plus important, mais ça l'explique quand même, 70%, il est quand même très pondéré par ces données-là qui ne sont pas accessibles. Mais quand même, de ces chercheurs-là, il y en a 50% qui n'ont pas été capables de reproduire leurs propres résultats. Donc, techniquement, ils ont accès à leurs données, ils ont accès à la méthodologie qu'ils ont faite, ils ont accès à tout. Donc, quand on dit pas capable de reproduire, c'est aussi c'est d'arriver au même résultat. Est-ce que c'est à la virgule près ou avec une certaine nuance? Donc, il y a quand même un élément où est-ce que des fois, il y a des choses, on pense qu'on est arrivé avec le bon résultat, on a fait telle méthodologie pour arriver à ce résultat-là. Puis finalement, ben, il y a un moment donné qu'on avait fait un échange de courriel, puis on avait changé une petite chose et on ne l'avait pas noté comme fou. Donc, ça peut être des éléments comme ça qui amènent, qui expliquent ce 50%-là qui ne sont pas capables de produire. Et nous, en informatique, on a tous les outils pour faire ça. C'est juste, je clique sur un bouton, j'exécute mon code et j'arrive à mon résultat. Techniquement, on ne devrait pas se retrouver à des montants-là. C'est théoriquement beaucoup plus facile de reproduire des résultats. Et ça n'a pas été exactement ça. Notre étude qui est arrivée, qui a été faite par RAF en 2019, et sur 255 articles, il y en a 40% qui n'ont pas été capables de reproduire. Aucunement possible d'arriver au résultat. Il y a une certaine partie qui était capable avec les interactions avec l'auteur. Par exemple, hey, ici, tu n'as pas spécifié telle chose, que c'est possible. Donc, il était capable d'en reproduire certaines plus. Mais il y en a 40% que c'était impossible de le faire. Donc, soit l'article n'était pas assez clair, méthodologie pas assez claire, code pas disponible, données pas disponibles, impossible de reproduire le code et les résultats. C'est quand même beaucoup. C'est à peu près un article sur deux. Selon cette étude-là, il y en a juste 255. On pourrait argumenter sur la validité statistique de cet échantillon-là. Mais ça démontre quand même qu'il y a beaucoup malgré la simplicité théorique de reproduire des résultats en informatique, on n'arrive pas à l'atteindre toujours. Donc, ça ramène aux motivations pourquoi, en considérant cette problématique-là, qu'on voudrait s'intéresser à ça. Premièrement, ça va faciliter la réutilisation si vous avez une reproductibilité. Si vous vous intéressez à la reproductibilité ou si vous adressez ce problème-là directement en aval de quand vous commencez à faire une solution. Ça va aussi améliorer votre productivité. Toutes les méthodes que je vais parler un petit peu plus loin vont faciliter, pour la plupart, la productivité, donc que ce soit académique ou en affaires. Donc, ça, concrètement, comment ça va avoir un impact sur vous, c'est que vous êtes capable de soit plus rapidement faire votre article ou plus rapidement développer votre solution puis de l'intégrer plus rapidement dans votre entreprise. Le transfert aussi. Donc, que ce soit le transfert de j'ai un article que je veux intégrer dans mon entreprise ou moi, je veux transférer, je veux que les gens utilisent mon code source en tant que chercheur. Donc, il y a deux intérêts ici qui est vraiment de pouvoir transférer ce savoir-là avec ses pairs, avec l'entreprise, avec différentes personnes. Puis aussi, un point, je pense, qui est intéressant et qui est souvent pas clairement énoncé, mais c'est aussi si vous avez des travaux qui sont reproductibles, les gens vont plus vous connaître parce qu'ils vont vouloir utiliser votre méthode, vont vouloir utiliser ce que vous faites parce qu'ils sont capables de l'utiliser relativement facilement. Donc, ça fait en sorte que vous faites connaître. Donc, c'est bon pour vous en tant que chercheur. Si on se positionne en tant que chercheur, puis en tant qu'entreprise, c'est que vous donnez des produits de qualité rapidement, qui sont bien livrés, que ce soit en tant que consultant ou en tant qu'entreprise auprès de vos des clients. C'est que rapidement, vous faites un nom, une notoriété qui peut finalement valoriser un peu votre entreprise. Maintenant, parfait, on parle de tous ces problèmes-là. C'est quoi ces barrières? J'en ai parlé un petit peu, mais on va plus rapidement les définir ou du moins en discuter. Donc ça, on voit ici une petite figure qui vient de Huber Engineering que j'ai trouvé vraiment intéressante. Bon, on voit qu'il y a deux cercles, deux cycles. Il y a un premier cycle, le plus gros, qui est finalement, on peut se dire le processus d'affaires, qui est de dire, j'ai un modèle, j'ai un problème, je définis c'est quoi mes variables de mon produit, je vais acquérir des données, je vais essayer de remettre en production mon modèle. Puis d'autres étapes là, par la suite qui nous intéressent un petit peu moins ici, mais on voit ce cycle-là qui est finalement plus le cycle d'affaires. On a le cycle aussi qui est plus de prototype, de recherche et développement, qui est le plus petit cercle à côté, qui est finalement, j'acquiers des données, je prépare mes données, j'entraîne un modèle, j'évalue mon modèle, puis je recommence ce cycle-là, finalement. Puis on me dit, il y a 4 étapes. Ça ne doit pas être si difficile que ça de bien gérer ces étapes-là. Ça, c'est sur papier. Ça a l'air tout bien.
Dans la réalité, même individuellement, moi, mes travaux, ça ressemble beaucoup plus à ça. Euh, j'ai mon modèle, puis ben, je passe d'un côté puis de l'autre. Ah, je vais essayer telle chose. Ah, je discute avec telle personne. Ah, c'est une bonne idée, je vais intégrer ça. Ah, j'ai pas pensé à faire tel test. Ah, il est 10h30 du soir, là, je pense qu'il faut que j'arrête de coder. Puis là, le lendemain, je me relève, je suis comme, hey, je sais même plus c'était quoi mon idée. Mais c'est difficile des fois de tout mettre ça ensemble pour une personne. Si en plus on est des équipes qui doivent essayer de collaborer ensemble, bien là, ça complexifie vraiment le problème. Donc, ça rallonge un petit peu le temps. Puis, c'est ici qu'on va essayer de travailler sur cette deuxième boucle-là pour être capable un peu de l'améliorer pour la rendre du moins plus fluide. Puis cet article, je vous recommande aussi d'ailleurs, ça c'est un article de Need for Agile Machine Learning. Je vous recommande de le lire, c'est quand même très intéressant. Si vous cliquez dessus, ça va directement un lien qui vous emmène vers un article de blog finalement, puis qui exprime un peu finalement ce processus, comment rendre ce processus-là plus facile, puis les itérations plus faciles là, sont vraiment l'informatique, qui sont des itérations au sens agile. C'est vraiment intéressant. Un must-read. Bon, mettons, on dit à cette étape-là, David, tu nous as convaincus. On veut faire plus, on veut s'intégrer à la productivité, on veut ça dans notre entreprise, on veut ça pour nos travaux de recherche, laboratoire, peu importe. J'ai besoin de ça. OK, mais comment je fais ça? C'est par quoi je commence? C'est quoi les outils que j'ai besoin? Moi, je ne connais pas ça, je ne sais pas où me lancer. On va voir ça ensemble. On va retourner à notre petit menu qui est finalement de dire, OK, parfait. Le premier élément que j'avais discuté, c'est gestion de version. Si on repense à notre problème, on a des données, on a du code. C'est pas toujours facile de savoir c'est quoi la dernière version. Est-ce que c'est cette version-là des données que je vais utiliser, cette version B des données ou la version C? C'est pas toujours facile. Ou comment je gère tout ça? Est-ce que j'ai une base de données qui se connecte avec ça? Qu'est-ce que je fais? Donc, il y a des propriétés qu'on va essayer de trouver à une solution qui va venir plus tard, mais une solution qu'on va essayer de définir ces propriétés-là sous forme de questions un peu pour voir qu'est-ce qu'on aimerait que cet outil-là possède comme ses propriétés. Donc, j'en ai parlé un petit peu. Bon, premièrement, une question qu'on peut se poser, c'est souvent quand on est à l'étape des données, c'est avec quelle version des données que je dois travailler? Comment je peux gérer facilement plusieurs versions des données? Comment je peux atteindre ça? Donc, j'ai plusieurs versions. Comment je peux naviguer entre une version A et une version B sans avoir besoin de refaire mes étapes qui m'ont amené à cette version-là ou cette version-là ou cette version B-là? Est-ce que je pourrais juste faire un clic, avoir un barre en bas 2, barre en bas 3, barre en bas une série de séquences d'instructions qui en est jusque-là? C'est peut-être pas super facile comme méthode. Puis si j'ai plusieurs personnes dans l'équipe, comment je partage ces versions-là dans tes équipes? Donc, comment je vais finalement gérer ces versions-là qui sont divergentes entre eux? Puis comment je peux aussi facilement définir c'est quoi mes étapes de pré-traitement qui m'ont amené à cette version-là. Est-ce que c'est par une base de données? Est-ce que c'est par juste une pipeline? Excusez-moi, je vais juste descendre mon chat qui est un petit peu trop curieux. Oui, donc je parlais des gestions de version. Ensuite, c'est ça, les étapes de pré-traitement. Donc, finalement, c'est quoi cette série d'étapes-là qui m'ont amené à pouvoir atteindre une version finale ou du moins processée, si on veut, qui est pré-traitée des données. Donc, si on résume ça, ça nous prend des data pipelines, finalement, qui est en bon français, qui est une pipeline de données qui nous permet de prendre une source quelconque de données, un CSV, une base de données, tout définir les étapes dans ce tuyau-là, qu'est-ce qui va se passer, pour ensuite arriver à une version finale de mes données, puis que je puisse utiliser cette version-là, que je puisse facilement savoir laquelle que j'utilise et en avoir plusieurs qui sont définies. Donc, c'est pouvoir raccorder cette pipeline-là avec mes modèles pour l'entraînement, puis la mise en production, puis que je sois capable de réutiliser ces éléments-là. Donc, il faut, somewhat, voir nos données comme du code. Donc, c'est-à-dire je dois être capable de faire ce traitement-là sur mon data, pouvoir personnaliser ça, puis d'avoir comme mes données comme un code base. Donc, pour ceux qui sont familiers avec les concepts informatiques, s'il y a des keywords qui sont déposés, qui est finalement la personnalisation, qui est très couramment utilisé en informatique via des méthodes comme Git, que je vais en parler un petit peu plus loin. Donc, c'est impératif de pouvoir garder une trace de ces modifications-là. Donc, je vais avoir un delta entre une version de mes données 1, une version de mes données 2 et ça. Et il existe un outil pour ça qui s'appelle Data Version Control. Donc, j'ai parlé de Git un petit peu plus tôt. C'est vraiment, je vais parler de Git un petit peu plus loin, mais ce qu'il faut retenir ici,
c'est qu'avec cet outil-là, je peux versionnaliser. Dire que j'ai une version 1, version 2, version 3, puis que je peux naviguer entre cette version-là. Je peux importer des données très rapidement, beaucoup plus rapidement là, que vous pouvez vous imaginer, là, très rapidement à partir de sources externes, donc partager ces données-là entre tes équipes rapidement. Je peux définir justement cette autoroute, là, comment je passe mon autoroute d'une source A vers ça, définir ma pipeline, là, comme j'ai dit tantôt, très rapidement avec ça. C'est un outil qui est en développement actuellement. Moi, j'ai découvert ça il y a à peu près 1 an, puis ça a drastiquement changé ma façon de travailler avec les données, puis ça a vraiment amélioré ma façon de travailler avec les données. Il y a Dask aussi, qui est finalement plus un outil de multiprocessing qui permet de pouvoir définir différents pipelines aussi et pouvoir les exécuter pas juste sur une instance, mais de pouvoir utiliser plusieurs instances de calcul ensemble, pouvoir faire du multiprocessing avec vos données pour accélérer finalement le temps que ça peut prendre de faire le traitement. Donc, ça est plus justifié finalement sur améliorer finalement le processing au complet, puis de ne pas avoir à attendre pendant 1 heure devant votre ordinateur, mais de le faire peut-être en 15 minutes plus tôt ou de le faire différemment. Donc, ça, au niveau de ces deux outils-là, permet finalement plus en aval là, de dire comment je traite mes données, comment je fais ma pipeline. On pourrait aussi très bien argumenter d'utiliser une base de données, de faire ça. Je me suis moins intéressé à ces solutions-là parce que je pense que ça pourrait être une autre présentation juste sur comment utiliser peut-être une source de données qui est différente comme MongoDB ou du SQL. Mais ici, je m'intéresse plus qu'on suppose que j'ai un CSV ou que j'ai une source quelconque que je me connecte, puis comment je gère cette autre source-là, c'est pour moi ça qui est important ici. Ensuite, on passe au niveau du code. Donc, personnaliser mon code. Donc, toujours une fois, on se rend à la même chose, c'est avec quelle version du code je vais travailler. Est-ce que c'est la version barre en bas 1, 2, 3, finale? Comment passer entre les équipes facilement? J'ai peut-être pas envie d'utiliser transférer du code par Messenger, transférer des fichiers Excel, CSV par Messenger, c'est peut-être pas, ou par Teams, ou peu importe, peut-être pas la façon la plus facile de garder cette connaissance-là sur les versions d'un code source. Puis comment, comme je disais justement, rapidement pouvoir faire la différence entre une version A et une version B, peut-être d'un modèle ou d'un code source. C'est quoi la différence que j'ai faite ici? Puis qui a écrit cette différence-là? Il y a des outils qui permettent de faire ça. Comment gérer facilement les divergences d'expérimentation? Si, par exemple, je vais essayer une version A de mon modèle, puis je pense que je pourrais rajouter ça, mais j'aimerais pas ça tout changer mon code ici. Je veux pouvoir garder ce code-là dans cet état-là, mais pouvoir aller ailleurs. Donc, ça, on va appeler ça des branches, finalement, qui vont être utilisées plus loin. Donc, il faut vraiment un outil qui nous permet de visualiser cette différence-là, pouvoir la faire aussi, et puis qui nous permet aussi d'avoir plusieurs versions du code en même temps qui peuvent exister et cohabiter ensemble. Et ça, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, j'avais déjà vendu la mèche, ça s'appelle Git. En informatique, c'est très courant, c'est pratique courante. Dans d'autres domaines, c'est pas encore arrivé totalement. Git en soi, c'est souvent par la ligne de commande qui est sur un ordinateur, c'est peut-être un petit peu rebutant. Donc, il y a des outils qui ont été développés avec une interface visuelle qui vous permet de faire cette gestion-là beaucoup plus facilement. Je vais vous inviter à regarder finalement ces différentes options-là. Et selon moi, s'il y a une première étape à intégrer dans une équipe, ça commence par ça. C'est mettre tous ces trucs-là, c'est toutes finalement des solutions qui sont similaires. Git est la solution, si on veut, le langage de programmation qui permet de faire ça. GitHub, c'est une solution, un serveur en ligne qui permet d'échanger avec la communauté, puis différents développeurs, que ce soit privés ou publics. GitLab, même chose, Bitbucket. Finalement, ce sont juste des services qui utilisent Git pour l'offrir de façon avec ses pairs. Par exemple, parce que Git, je pourrais le faire juste sur mon ordinateur. Avec GitHub, je peux partager mon code avec un collègue qui peut ensuite aller chercher mon code. Donc, je ne présenterai pas trop Git non plus que ça. Je vais vous inviter. Il y a des formations qui existent. Il y a des moyens de googler ça aussi. Je crois que c'est le premier outil à aller chercher, à mon avis, à mon sens, parce que c'est relativement facile et ça va développer des habitudes. Puis, ça va probablement changer votre vie plus que vous pensez. Parce que des barres en bas, finale, barre en bas, finale, finale, c'est peut-être pas la meilleure façon de travailler, à mon sens. Si vous trouvez que c'est une façon, c'est libre à vous, mais je crois qu'il y a des façons plus efficaces et efficientes de travailler et Git en fait partie. Maintenant, on passe à notre deuxième élément qui est sur la productivité. J'ai déjà un petit peu parlé quand même d'éléments qui améliorent la productivité, mais là, je vais me concentrer vraiment sur la productivité au niveau au quotidien. J'écris des lignes de code, je veux que ça se passe plus vite, je fais des affaires, je veux pas perdre de temps à setter des affaires puis que je perde beaucoup de temps avec ça. Donc, première chose que
je pense que je ramène souvent, personnellement, quand je parle à des gens qui sont moins les développeurs, qui ont moins été plongés dans l'univers du code et au quotidien, essayez pas de réinventer la roue. Si vous avez un problème, vous commencez vraiment à vous casser la tête, il y a très probablement quelqu'un qui a déjà développé une solution que vous pouvez utiliser qui vous permet de sauver du temps. J'ai déjà vu des entreprises qui réécrivent littéralement des modules ou des librairies qui existent librement en ligne avec une licence qui est MIT qui vous permet de faire presque ce que vous voulez avec, puis qu'ils le refont en interne. À mon sens, ça ne fait aucun sens. Peut-être qu'il y avait un sens d'affaires en arrière, je n'ai pas compris. Mais essayez pas de réinventer la roue. Il y a des gens, je ne dirais pas plus brillants, mais des gens qui se sont cassés la tête sur ça depuis des années ou qu'il y a une communauté qui essaie de développer une solution. Utilisez-la. Ils fonctionnent très bien. Ils sont très bien supportés. Il y en a qui ont fait leur preuve depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et c'est ça. Maintenant, ça nous prendra aussi un outil qui simplifie l'écriture du code pour développer des modèles. Historiquement, quand on a commencé à faire du machine learning, c'était en C++, c'était souvent très long, il fallait tout refaire, les différentes étapes. Il y a des librairies qui sont apparues. Ceux qui connaissent un peu le machine learning, vous voyez venir finalement des librairies qui arrivent pour ça, qui permettent de réduire la grosseur du code, finalement d'écrire moins de lignes de code pour être capable d'arriver au même résultat. Il y a une autre couche qui est en train de se rajouter finalement sur d'autres librairies pour encore plus simplifier ça, puis ainsi de suite, pour finalement que ce soit de plus en plus simple à développer un algorithme, puis que si on a envie d'ouvrir la machine, on soit quand même capable de le faire. Puis un autre point important, c'est que votre librairie doit aussi être capable de faciliter l'entraînement sur différents outils de calcul, que ce soit du CPU, qui est finalement le CPU de votre ordinateur, ou sur des calculateurs graphiques qu'on appelle GPU, qui, maintenant, les modèles de machine learning vont beaucoup utiliser pour ceux qui sont moins familiers. Ça vous prend une librairie qui soit capable facilement ou nativement capable de supporter ce genre d'intégration-là. Et même, je dirais, jusqu'à du multi-GPU et multi-CPU. Parce qu'à un certain point, peut-être qu'un seul carte graphique ne sera pas suffisant. Peut-être avoir besoin de 2, 3 ou etc. Ou de du moins pouvoir répartir le travail sur plusieurs. Donc, ça prend quand même des solutions, des outils qui permettent de simplifier le développement, puis simplifier aussi, faciliter aussi l'entraînement de nos modèles. Il y en existe plusieurs. Je n'ai pas fait une cartographie de tout ce qui existe parce que je pourrais avoir 10 slides juste sur ça. J'en ai mis ceux, moi, personnellement, que j'utilise. Je fais du NLP, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de solutions qui sont très axées NLP parce que c'est mon univers. J'en ai quand même mis aussi qui sont un petit peu plus à la sortie de mon univers. Et il y a la première que j'ai dit en début de la présentation que je travaille dessus. Donc, je vous vends un peu mon produit que je m'implique parce que je trouve que c'est mon produit qui est Poutine. Pourquoi Poutine le nom? C'était juste pour faciliter un peu tout justement ce code-là qu'on réécrit qui est tout le temps la même chose, que c'est juste du copier-coller. On peut l'enlever. On peut juste finalement essayer de l'abstraire et puis rendre ça plus simple, d'avoir juste une fonction qui fait tout ça. C'est ce que Poutine tente de faire. PyTorch Lightning aussi, qui est assez similaire à Poutine, très bon pour du code de développement, très facile pour du code de recherche, supporte beaucoup de choses, très grande croissance de cette librairie-là. Il y a la très bien connue Scikit-Learn qui a fait ses preuves depuis des tant d'années, qui est une très bonne librairie. GenSim pour du NLP aussi encore, qui permet de faire beaucoup de choses. Pas toujours facile à utiliser, la documentation n'est pas toujours claire, mais ça reste une très bonne librairie pour plusieurs choses. Et Alan NLP, qui est peut-être moins connu, qui est une excellente librairie, très bien développée, permet de faire beaucoup de trucs qui sont à l'état de l'art actuel, d'implémenter des modèles très facilement. Ce sont des librairies très intéressantes qui vous permettent de faciliter et il y en a beaucoup d'autres. Googlez des fois, essayez des trucs comme ça pour trouver d'autres librairies parce que il y en a à ne plus finir des librairies. Alors, on va passer finalement à l'entraînement, à configuration et résultats. Je vous dirais, c'est pas mal l'étape où est-ce qu'on peut rapidement perdre de plus de temps. Surtout l'étape configuration. Des fois, là, on se crée nos propres fichiers de configuration en texté, lit l'argument, passe ses arguments par la ligne de compte, passe ses arguments par-ci, par-ça. Là, à un moment donné, c'est OK, là, c'est quel argument que j'ai utilisé pour ce modèle-là? Je suis plus sûr que ce que j'ai fait. Ah non, il faut que je recommence, je viens de perdre du temps. Ah non, j'avais-tu 0.1 ou 0.2? C'est pas clair. Il faut avoir une façon facile, voire savoir avec quelle version du code j'ai travaillé, quels paramètres pour arriver à ce résultat-là. Donc, je vais être capable de faire ça avec une espèce de version de mon entraînement. Est-ce que je peux personnaliser mon entraînement pour savoir la configuration que j'ai utilisée pour arriver à ce résultat-là? Je vais aussi être capable de visualiser mes résultats rapidement.
sans faire une analyse, mais juste de dire, je suis arrivé à quelque chose de bien, après ça, je vais prendre ces résultats-là puis je vais mieux les analyser. Juste de dire rapidement, là, j'ai-tu atteint un objectif qui m'intéresse, sans avoir trop d'étapes à faire, je veux une, deux lignes de code, 30, 40 secondes, j'arrive avec, je peux visualiser mes résultats. Puis ensuite, je veux pouvoir aussi visualiser tous mes paramètres que j'ai utilisés. Finalement, c'est quoi le logging que j'ai fait? Tout ce journal-là de mes configurations, je vais être capable de le voir, me dire, ah, OK, ici, j'avais pris telle chose, sans avoir besoin de me casser la tête à lire différents fichiers TXT que j'ai outputés des configurations, puis là, de naviguer entre plusieurs fichiers, puis là, OK, mais c'est lequel j'ai pris. Il y a des méthodes peut-être plus intéressantes ou ce serait du moins une caractéristique qu'on voudrait que les solutions aient. Donc, il faut des outils qui nous permettent de journaliser les paramètres d'entraînement et les résultats et qui nous permettent aussi de les visualiser rapidement. Ça, ce serait l'optimal. Il existe, autre petit point, excusez, j'ai un petit peu trop vite, aussi être capable aussi de facilement savoir s'il y a une erreur d'entraînement. Je m'explique. Par exemple, je lance mon modèle, puis là, je le fais je ne le fais pas sur mon ordinateur, je le fais sur un autre ordinateur. Puis là, je me déconnecte, je m'en vais faire à souper, je fais quelque chose, puis ben, il a planté. Mais je ne sais pas. Puis là, moi, je me dis, ben, il va s'entraîner pour toute la nuit. Fait que le même matin, je vais aller vérifier. Puis là, j'arrive le même matin, j'ai rien fait. J'ai perdu toute une nuit de travail. Donc, il y a moyen d'avoir aussi des outils qui peuvent juste nous donner une petite alerte, que ce soit sur Slack, Messenger, courriel, que, hop, il y a quelque chose qui s'est passé. Va donc vérifier si tu ne veux pas tout perdre ta nuit, finalement. Donc, ces outils-là. Pour les 3 premiers points, MLflow permet de faire ça très, 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 très bien. Donc, finalement, cet outil-là permet de dire, d'avoir un cadre qui va sauvegarder tous les paramètres de configuration. Votre version d'ordinateur, l'heure qui a démarré, la version du code, en utilisant Git, finalement. Donc, j'utilise la version du code de Git. C'est quoi les paramètres de configuration que j'ai passés? C'est un fail, c'est un loop. Il permet de visualiser les résultats très, très, très relativement très facilement, qu'on peut configurer, tout lui envoyer. Puis finalement, c'est juste une interface visuelle qu'on se connecte, puis qu'on est capable de visualiser nos résultats, puis tout voir ça, un claquement de doigts relativement simple. C'est un outil qui, moi, j'utilise, qui a changé ma vie. Il y en a d'autres. Il y a CometML, WhiteMBS, il y en a beaucoup d'autres qui existent. J'ai mis celle-là parce que c'est une solution qui est open source, accessible. Il y en a d'autres qui sont payantes. Le rendu là, c'est une question de choix. Moi, je suis allé avec qu'est-ce que j'utilise et qu'est-ce qui est facile pour moi. Il y a Hydra aussi. Hydra fait finalement juste un des points que j'ai parlé, qui est la configuration. Hydra permet de définir des fichiers de configuration qui sont hiérarchiques. C'est-à-dire que j'ai un premier fichier qui définit les paramètres par défaut, qui peut importer d'autres fichiers de configuration qui vont mieux définir. Par exemple, je pourrais dire, ben, regarde, pour mon modèle, prends tel fichier de configuration de mon modèle. Donc, je peux passer pour ce modèle-là ses propres configurations. Donc là, je n'ai pas besoin des fois de faire des tours de passe-passe pour envoyer un paramètre qui est vide parce que je n'en ai pas besoin pour tel modèle. Il s'occupe de tout faire ça. C'est, selon moi, une autre découverte que j'ai faite dans la dernière année, parce qu'avant, j'utilisais des fichiers de configuration c'était des monstres. C'était vraiment pas agréable. Et il a vraiment permis de faciliter ça. Passer des commentaires, pas des commentaires, excusez-moi, des paramètres par la ligne de commande aussi. Très facile avec ça. C'est vraiment un très bel outil à utiliser. Sacred, même chose que MLflow en open source aussi. Par contre, j'ai eu quelques mauvaises expériences avec finalement la librairie pour des fois passer des fichiers de configuration ou des paramètres ou des comportements un petit peu surprenants. Peut-être moins un outil que j'aime à cause de ça, mais ça peut être une alternative qui peut vous plaire pour vous. Notif, qui est finalement un package que j'ai fait qui est pour les erreurs. Moi, ça m'arrivait des fois de faire des erreurs de script, puis là, ben, je me ramassais. Donc, c'est juste un petit package qui permet finalement d'envoyer une notification sur Slack, Messenger, Facebook, Teams, par courriel, sur votre téléphone aussi. Très facile à configurer finalement. Puis, vous pouvez recevoir des notifications si vous voulez être alerté si le script a fini ou si le script a planté. Troisième point, on vient à présenter. Ça, c'est une étape qui est souvent aussi très, très, très... qui consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on fait un premier modèle,
j'arrive à des résultats, je commence à écrire mon rapport que je vais présenter à mon patron, mon directeur de recherche ou pour mon article. Puis finalement, en discutant, j'ai fait telle erreur là, je vais recommencer. Puis, ben, on oublie d'un petit peu mettre certains résultats à jour ou on n'est plus sûr si on l'a mis à jour. On a un tableau de 40 lignes par 30 colonnes, je ne sais pas quoi. Puis là, les changer manuellement, puis de tout faire ça, c'est peut-être un petit peu long. Fait comment je pourrais créer des tableaux de résultats facilement, puis pas le faire à mitaine en bon québécois? Moi, j'en ai fait au début des tableaux comme ça, à mitaine, puis je trouvais ça assez aliénant et j'ai pas vraiment aimé ça. Et c'est là que j'ai découvert un Markdown qui permet finalement de un petit peu faciliter ce processus-là. Puis c'est de là, moi, vraiment, que ce sens-là est venu, puis que j'ai compris que ben, il y a des façons plus intéressantes d'allouer mon temps. Comment s'assurer facilement que les résultats sont à jour? Est-ce que j'ai la bonne version? Est-ce que je dois vérifier tous mes résultats en arrière de l'autre puis prendre 1 heure pour faire ça? Comment visualiser aussi rapidement et configurer ça, comme on avait déjà dit. C'est un point qui ramène un petit peu, mais qui est intéressant aussi pour pouvoir le rajouter dans un rapport et s'assurer qu'on fait la bonne chose. Donc, finalement, ce qu'il nous faut, c'est des outils qui permettent de créer des tableaux de résultats à même les résultats, puis qui permettent aussi de diminuer aussi le plus possible le travail manuel. Je veux avoir le moins de manipulation, de copier-coller à faire, puis que tout ça soit automatisé. On n'est pas exempt d'erreur, mais au moins on automatise notre processus. Plusieurs librairies qui existent. La première que moi j'utilise particulièrement Python, qui est développée par un de mes collègues, qui est Python to LaTeX. Parce que je fais tout en LaTeX, mes rapports. Donc finalement, je prends un tableau de résultats et ça m'output finalement un tableau LaTeX que je suis capable d'intégrer dans mes rapports. Donc, je n'ai pas besoin de recopier ces éléments-là. TensorBoard, un incontournable aussi en machine learning, qui permet de visualiser les données, faire des tableaux, d'extraire des figures, tout ça peut se présenter aussi très bien visuellement. Un autre pour un peu plus l'aspect analyse des résultats, qui serait Jupyter Notebook, qui est finalement une façon de faire du Python directement en Ctrl-Enter pour être capable de, OK, je vais faire des graphiques, visualiser mes données un petit peu, qu'est-ce qui se passe. Je vais quand même vous inviter aussi. Moi, j'ai une réticence à Jupyter. Je l'aime bien pour analyser des résultats, faire des graphiques rapidement. Mais pour le reste du développement, je suis un petit peu moins familier. Je suis un petit peu moins à l'aise avec ça. Puis, pour peut-être amener la réflexion un petit peu plus loin, je vais vous inviter aussi à écouter la présentation de Joël Gruss, I Don't Like Notebooks, qui a été faite d'ailleurs à la conférence de Jupyter Notebook, ce qui est quand même intéressant. Puis, il présente quand même des points, des critiques un peu qui sont intéressantes et des façons peut-être plus intéressantes de développer justement, de faire du code. Un autre point aussi, un autre outil intéressant qui est Markdown, qui permet de faire des rapports et intégrer directement aussi, dépendant du langage, directement du code source à l'intérieur et pouvoir exécuter à chaque fois qu'on exécute le rapport, ce code-là qui s'exécute et peut nous générer des résultats qui sont toujours à jour. Et le dernier point, qui est Dash. Là, je vais juste enlever ça. Je trouve ça vraiment intéressant comme plateforme. Je crois que ça mérite que je vous le présente aussi. Je vais juste transférer cette share-là vers Dash, qui est finalement un rapport dynamique. Je vais le mettre en plein écran. Ce sont des rapports dynamiques. Ça, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez envoyer ça, par exemple. Je veux présenter un rapport à mon patron, puis je ne sais pas tout ce qu'il veut, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui l'intéresse comme résultat, qu'est-ce qu'il veut voir, mais je peux faire ça. C'est sûr que ça demande un petit peu de travail faire ça, mais il y a moyen avec d'intégrer des solutions, puis ben, on peut dynamiquement jouer avec des paramètres, avoir le rapport qui se met à jour, pas avoir besoin d'écrire 45 pages de rapport, puis j'ai une carte, j'ai vraiment beaucoup de configuration. Ça donne, c'est un exemple qui est possible de faire. C'est, selon moi, le summum des travaux reproductifs parce que c'est votre travail en entier qui est devant vous, qui est juste présenté visuellement plus beau et qui, à mon sens, est vraiment l'ultime perfection dans le sens de présenter des travaux. On est sûr que tout est bien fait, du moins en lien avec votre code, bien sûr, sauf que vous avez fait des erreurs, mais parce qu'on n'est pas exempt de ça, mais on est capable d'être sûr que le rapport qu'on donne, du moins qu'est-ce qu'on présente, est toujours à jour. C'est ça. Je crois que ça demande du temps, par contre, s'adapter. Je vais revenir à ma présentation, ce ne sera pas bien long. C'est certain que ça demande un petit peu de temps.
s'adapter à ce genre de solution-là. C'est pas toujours facile au début. Ça reste un autre langage à apprendre aussi parce que c'est en HTML derrière. Mais c'est un élément très intéressant à intégrer, je crois, dans les équipes parce que ça fait un effet un petit peu soir dans des présentations aussi. Bon, c'est sûr, pour un article, c'est peut-être moins intéressant aussi, mais moi, je pense en affaires, il y a quand même vraiment un aspect intéressant pour tout ce qui est de présentation des résultats. Ce qui m'emmène maintenant au dernier point, qui est réutiliser. Donc, là, on a parlé beaucoup de gestion de version, productivité, présentée, mais comment on peut s'assurer que ce que j'ai écrit sur mon ordinateur, je suis capable de le prendre et l'envoyer sur un autre ordinateur et sur un autre, et que je n'ai pas fait certaines erreurs, que je n'ai pas pris conscience parce que j'étais très collé sur mon ordinateur, chose qu'on voit quand même régulièrement qui peuvent arriver. Que j'ai moi-même été confronté avec des codes sources d'articles que je n'étais pas capable d'exécuter sur mon poste de travail, mais sur mon poste de travail, ça fonctionne. Donc, comment je peux finalement gérer ou m'assurer que mes modèles fonctionnent sur d'autres environnements, que ce soit sur Linux, Windows, Mac, que ce soit sur un ordi A ou un ordi B. Puis comment je peux faciliter finalement cette réutilisation-là de mon code pour que d'autres chercheurs utilisent mon code ou que je puisse facilement commercialiser ma solution d'intelligence artificielle pour la mettre en production. Parce que là, on se ramène, si on est en entreprise, on est dans la petite loupe qui était de prototype. Parfait, moi je suis une équipe R&D, je suis un prototype, je l'envoie à une équipe qui est plus en mise en production, puis pas capable de prendre mon code, que rien fonctionne, on n'arrive même pas au même résultat, bien, il y a peut-être un moyen, avant de faire ce transfert-là, pour faire cette espèce de validation. Bon, c'est sûr qu'il y a des pratiques aussi à mettre en place. Peut-être pas utiliser des chemins qui sont hard-codés sur votre ordinateur. C'est des choses que j'ai déjà rencontrées à différentes étapes dans mon parcours. Mais une solution qui permet, si on veut, de tester si votre code est très portable, c'est Docker. Ce qui est pas mal, je vous dirais, l'ultime étape peut-être. Je ne commencerai pas par mettre Docker dans votre équipe si vous n'avez pas fait Git, si vous n'avez pas fait les autres étapes. Je pense que c'est l'étape finale. En sciences, c'est beaucoup plus difficile, je crois, au niveau académique, à intégrer dans une solution parce que c'est un autre outil à apprendre à travailler qui n'est pas toujours facile ou très intuitif au début. Mais c'est une belle finalité, je crois. Nous, personnellement, dans l'article que j'en ai fait à ReproLang avec Nicolas Garneau et Mathieu Godbout, on a terminé par un Docker. On a dockerisé finalement, on l'a mis dans un conteneur, notre code, et on était capable de l'envoyer sur d'autres ordinateurs facilement. Puis Kubernetes, c'est finalement, ça se rajoute par-dessus Docker, et c'est juste pour orchestrer finalement la création des conteneurs qui permettent d'avoir plusieurs versions de votre code qui exécutent en même temps. C'est très technique ce que je viens de dire. Je m'en rends compte en le disant, mais ce seront plus des keywords que vous pouvez retenir si un jour vous êtes rendu à cette étape-là, de regarder Docker et Kubernetes, qui sont des outils qui peuvent faciliter finalement là, ce partage-là de code, qui n'est pas l'étape à commencer, comme j'ai déjà dit au début. Maintenant, on vient de faire le tour de différents outils. J'en ai parlé beaucoup, j'ai donné beaucoup de contenu. Ce serait quoi la suite? C'est cool, là. David, tu as parlé vraiment de trucs intéressants, mais c'est quoi que j'aurais commencé? Faites des itérations d'expérimentation. Je pense que c'est la première chose à faire. Développez des processus qui sont rigoureux par essai ou erreur. Faites-vous des journaux de ce que vous avez expérimenté. Ça ne fonctionnera pas du premier coup. Moi, ce que je vous parle là, c'est... J'ai commencé en 2016, j'ai eu des petites méthodes, Git, R Markdown, puis j'ai vraiment... Ça a été surtout en 2018-2019, durant ma maîtrise, que j'ai vraiment expérimenté beaucoup. J'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont coûté cher en temps. On peut parler d'une semaine de temps perdu sur des trucs, des fois plus. Puis là, je commence à intégrer ces solutions-là. J'ai fait l'essai-erreur, différentes techniques que j'utilise, que j'avais découvert avant, mais je n'ai pas tout de suite intégré. Puis, prenez pas tout ce que je dis ou qui a été discuté comme l'unique solution. Il y a des choses probablement que j'ai présentées que vous dites « Ah, moi, ça ne peut pas marcher ou ça ne m'intéresse pas. » C'est correct. Moi, je vous dis juste, l'outil existe. Si vous êtes conscient qu'il existe et vous avez fait le choix conscient de ne pas le sélectionner, c'est totalement libre à vous. C'est très correct, je crois. Mais je pense que c'est important quand même de savoir qu'il y a des outils qui existent qui peuvent plus ou moins correspondre à nos besoins. Puis c'est de choisir le bon qui est une question à 100 $. Pour aller un petit peu plus loin, j'ai parlé de beaucoup de concepts. Si vous voulez pousser un petit peu plus loin la réflexion ou du moins faire des lectures un peu avant, moi, je vous recommande un livre
qui est très informatique, mais qui est un bon niveau, je pense, pour quelqu'un qui a déjà fait quelques cours d'informatique, puis veut peut-être juste emmener son code à un autre niveau, qui va faciliter tout le reste des séquences qu'on a parlé là. Parce que votre code reste quand même, si vous avez un mauvais code, toutes les étapes vont juste être beaucoup plus difficiles, puis simplifier ce processus-là va juste améliorer pour le reste. Clean Code, chapitre 1 à 5, 6 à peu près, dépendant de votre niveau. Un incontournable à lire, c'est la Sainte Bible, si on veut, en informatique, ou du moins peut-être la première version de la Bible en informatique, parce qu'il y a d'autres versions qui ont suivi. Ça a à peu près été, je ne me trompe pas, dans les années, début des années 2000, donc l'évolution par rapport à la connaissance au niveau d'écriture de code. C'est écrit par le messie, si on veut, je vais rester dans mes thématiques église, de l'informatique, du génie logiciel surtout, son surnom est Uncle Bob, qui est un incontournable en informatique. Sinon, il y a Continuous Machine Learning aussi, qui est vraiment, vraiment intéressant aussi à lire. Un autre point aussi, faire des tests, c'est un élément important. C'est pas facile. J'ai passé un petit peu vite par-dessus Continuous Machine Learning, mais finalement, c'est juste un article de blog qui a été écrit, puis c'est vraiment une bonne lecture à faire. C'est peut-être pas loin d'une heure à lire, peut-être, un petit peu en bas de ça. Puis vraiment intéressant. Il y a beaucoup de trucs là-dedans qui m'ont aidé moi aussi dans ma réflexion. Donc, comme je disais, faire des tests, très important. J'en fais pas tout le temps, j'en fais pas souvent, des fois j'en fais beaucoup. Il y a des moyens de faire des tests sur des choses intéressantes, plus intéressantes que d'autres, mais surtout des tests unitaires, ça peut être un élément intéressant. Puis si le mot vous dit rien, peut-être de commencer par Clean Code, puis ça va vous emmener vers cette réflexion-là, va probablement vous emmener vers les tests unitaires. Writing Code for NLP Research, un article très intéressant aussi à ajouter, qui est finalement, qui a été fait par LNLP, qui est un laboratoire de recherche très en NLP finalement, que beaucoup d'ingénieurs logiciels qui travaillent à essayer de créer du code pour les chercheurs, pour faciliter leur recherche, pour que tout aille plus vite, puis que s'il y a un article qui arrive dans la littérature, on soit capable, nous autres, de le copier, de reproduire les résultats, puis d'arriver avec une V2 plus intéressante. Évidemment, d'avoir cette espèce de productivité-là qui est très élevée, vélocité qui est très élevée pour être capable de faire beaucoup de choses, puis que les chercheurs se concentrent sur l'élément intéressant pour eux, qui est vraiment la recherche, puis que finalement, il y a des gens qui les supportent, qui leur donnent le matériel nécessaire pour faire leur travail. Solid Principle, notion très avancée dans cette liste-là. Là. Commencez pas par ça, commencez par beaucoup d'autres choses avant, mais les Solid Principles, j'en parle peut-être pas plus que ça, mais si vous pouvez cliquer par curiosité si ça vous intéresse, ce sont vraiment des principes en génie informatique qui permettent un peu de définir l'approche à utiliser dans certains contextes. C'est un peu, peut-être des doctrines, si on pourrait dire. J'ai telle situation, je vais essayer de reprendre mon problème de telle façon, puis je devrais avoir une solution qui est plus intéressante, si on veut, que si j'aurais peut-être pas eu cette approche-là ou si j'aurais une autre approche par rapport à une autre. Dernière chose, un article qui a déjà été cité dans la présentation et que je te parle un petit peu par rapport à NeurIPS, qui est Improving Reproducibility in Machine Learning Research, a report from the NeurIPS 2019 Reproducibility Program, qui est écrit par une chercheure de l'Université de McGill, entre autres. En fait, je pense qu'il y a 30 auteurs sur cet article-là. Qui est entre autres une chercheure à McGill qui est très, très, très active dans tout ce qui est la reproductibilité, que je vous invite à lire l'article. Très intéressant. Une dizaine de pages, je ne me trompe pas, de mémoire, qui peut peut-être un petit peu amener la réflexion sur d'autres éléments qui n'ont pas été discutés ici, par souci du temps qui est proscrit, puis peut-être aussi par la clientèle, mais qui est quand même très axé un peu plus sur l'académique, mais qu'à mon sens, il y a vraiment un bon transfert qui peut se faire aussi vers en entreprise sur certains éléments qu'on peut essayer de faciliter à l'interne parce que ça reste qu'on veut diffuser le savoir au centre de l'entreprise. Donc, il y a quand même des intérêts pour ça. J'espère que la présentation vous a intéressé et qu'elle va changer vos méthodes de travail. Puis peut-être que vous avez un petit peu, à force d'utiliser les méthodes que j'utilise, peut-être que vous allez m'aimer ou pas m'aimer, mais j'espère au moins que ça va faciliter votre productivité et votre vélocité. Donc, les références pour ceux qui sont intéressés, les éléments qui ont été discutés, et ça ferait le tour de ma présentation. Je vous remercie.